Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h26. On en parle. Benjamin Glaise et Jean-François Achilly et Maxime Liédot sont là. Donc, ce discours d'1h40, c'est ça. Long discours de Donald Trump cette nuit devant le Congrès. Oui, très long discours et il a donné le ton dès le début. Members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back. America is back avec les USA scandés par les républicains. Étant en forme, Donald Trump. My fellow Americans, get ready for an incredible future because mes chers concitoyens, soyez prêts pour un incroyable futur car l'âge d'or des États-Unis ne fait que commencer et ce sera du jamais vu sur l'Ukraine. Donald Trump dit avoir reçu une lettre importante du président ukrainien, une lettre dans laquelle Volodymyr Zelensky déclare être prêt à s'asseoir à la table des négociations dès que possible. Et Donald Trump parle de lui même à la troisième personne. Mon équipe et moi-même sommes prêts à travailler sous le très fort leadership du président Trump, c'est ce qu'il a dit. Trump qui déclare par ailleurs que la Russie également est prête pour la paix. Autre annonce, il souhaite faire main basse d'une manière ou d'une autre, c'est son expression, sur le Groenland et le canal de Panama. Emmanuel Macron a réagi sur Twitter. Mes chers compatriotes, dans ce moment de grande incertitude où le monde est confronté à ses plus grands défis, je m'adresserai à vous ce soir à 20h. Oui, merci Benjamin. Jean-François Achilly, Maxime Liédot, on avait l'impression cette nuit que ce n'était pas un discours devant le Congrès, donc devant le Parlement américain, mais que c'était un meeting, non? Oui, vous n'avez pas cette impression? ou un show. Rappelez-vous ce qu'il a dit au sortir du bureau ovale de l'altercation. Ça fait de la bonne télé. C'était le cas cette nuit. C'est assez étonnant parce que c'était finalement assez rigolo à suivre, vous voyez, vous dites tiens, c'est une bonne série télévisée, on est peut-être sur Netflix, mais en fait ce qui est inquiétant c'est que c'est la réalité. C'est le monde réel. Bien sûr, c'était l'épisode 2 après l'épisode 1 de vendredi. Oui, la bonne télé, sûr. Vous savez, quand il égrène cette nuit, par exemple, toutes les économies que Musk et son équipe sont allés réaliser, que ce soit aux Lesotho, aux États-Unis ou ailleurs, il y a quelque chose d'assez comique, mais vous dites, mais on est dans la réalité. Et en fait, ce que nous entendons, nous ne le voyons pas, nous l'entendons, c'est que la moitié de la salle, enfin presque la moitié, le camp démocrate est en mode huée, parce qu'au fond, l'Amérique est toujours divisée là-dessus. Il y a des élections l'année prochaine aux États-Unis, intermédiaires. Il ne faut pas que M. Trump, de son point de vue, perde la majorité à la Chambre des représentants, sinon c'est son avancée politique, les fameux 43 jours exemplaires, ça va s'arrêter. Donc à un moment donné, si vous voulez, il joue la montre, il joue l'effet surprise, il veut essayer de placer le plus grand nombre de réformes et que le mouvement lui permette de garder cette dynamique à la faveur des prochaines élections américaines. Et puis ce qui est toujours en réalité un peu amusant, pour reprendre l'expression de Jean-François Achilly, quand on regarde et quand on commente Donald Trump, en réalité c'est l'étonnement des gens vis-à-vis de Donald Trump m'étonne encore. C'est-à-dire que déjà pendant le premier mandat, tout le monde est décidéré qu'en réalité, peu importe le déplacement, il continuait ses meetings. Dès qu'il a quitté le pouvoir, il a continué ses meetings. Donc Trump 2 en réalité, avec aujourd'hui des équipes beaucoup plus idéologisées, beaucoup plus préparées, avec le fameux programme qu'on devait un peu planquer, rappelez-vous, pendant la campagne présidentielle, dont il avait fait mine de se détacher, qui était vraiment le sorti du cerveau de J.D. Vance, etc. On voit aujourd'hui que Donald Trump est totalement dans cette lignée. Ce qui s'est passé avec en réalité Zelensky n'est que la pratique de la théorie qu'il avait invoquée à de nombreuses reprises pendant la campagne présidentielle. Donc si vous voulez, moi ce qui m'étonne, ce qui m'inquiète ne sont pas tellement les déclarations de Trump, elles sont tellement toujours nombreuses, toujours outrancières, c'est tellement lui en réalité. Attendez, outrancière, c'est vrai, mais certains vont se dire, si avec ce qu'il a fait vendredi avec Zelensky, si vraiment Zelensky lui signe en fait aujourd'hui un plan de paix. Non mais on n'a pas le retour de la lettre. On doit vivre avec cette réalité. L'idée n'est pas tellement s'il va le faire, c'est il peut le faire. Peut le faire. Donc l'idée n'est pas de s'accrocher. Il avait dit qu'il allait construire le mur. Le mur, on l'attend toujours. Oui, d'accord, sur le mur. Mais bon, on voit bien la dynamique dans laquelle il s'inscrit. Ce qui est inquiétant, c'est quand il dit welcome d'ailleurs aux habitants du Groenland, mais il dit on va récupérer le canal de Panama. Ça veut dire quoi? Que si un jour les forces spéciales américaines vont chercher le canal en question pour le verrouiller, pour le récupérer comme il le dit,
Ça veut dire qu'implicitement, il autorise la Chine à aller chercher Taïwan. Ça veut dire que les États-Unis ne s'interposeront plus si les Chinois décident de récupérer la ville et l'île de Taïwan. Et il y a aussi autre chose sur Zelensky. Zelensky, en fait, c'est un principe de réalité. Il a vu qu'il était coincé et il est obligé d'avancer lui-même, de montrer un signe positif après ce qui s'est passé dans le bureau ovale. C'est le président des États-Unis. Mais sur la lettre de Zelensky, c'est l'accord possible sur les minerais, mais la sécurité. Mais nous ne savons pas quelle est la contrepartie, parce qu'il réclame, Zelensky, une contrepartie de sécurité américaine dont nous ne savons rien ce matin. Et c'était d'ailleurs le grand absent du premier accord. Ça veut dire que Poutine est toujours gagnant de cette histoire. D'un mot tout de même, parce que évidemment il y a eu ce discours, et puis là, dans ces conditions, les démocrates ont le droit à la parole à la fin. C'est un peu comme en France aussi. La chargée de la réplique, la sénatrice du Michigan, Stolking, qui a reconnu que l'Amérique, voulait du changement. Et donc, ça allait en fait dans ce sens, mais elle a assuré qu'il est possible de réaliser ce changement sans oublier les fondements de la démocratie. Je tiens quand même à souligner ici on n'a pas entendu beaucoup de démocrates depuis les nombreuses sorties outrancières de Donald Trump, et il n'y a pas de grande voix. Celles qui s'étaient précipitées pour soutenir Kamala Harris face à Donald Trump pendant la campagne américaine ne se sont pas, si vous voulez, ruées dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Barack Obama, après ce qui s'est passé vendredi dernier à la Maison-Blanche. Et je rappelle tout à l'heure, Jean-François Alquillier à l'instant rappelé le risque avec Taïwan et la Chine. Je dis juste que la plupart des experts militaires évoquent en réalité que Poutine n'attend qu'un cessez-le-feu qui risque de durer 3, 4, 5 ans maximum pour se réarmer et pour aller à la poursuite de ses conquêtes. Donc je pense que les priorités doivent quand même rester sur la Russie. On a entendu Al Green du Texas, il s'est fait foutre dehors au début de la prestation de Trump. Il y en a un qui s'est exprimé, il s'est fait mettre dehors. Ambiance. Merci. Dans un instant, mon invité politique, c'est Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national. Avant ça, le rappel des 3 grands titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc.